Oscillation libre d'un circuit RLC. C'est la troisième leçon du module électricité de la classe terminale BIOF. On va commencer d'abord par une étude expérimentale des oscillations libres dans un circuit RLC. L'étude expérimentale suivante va nous montrer le phénomène qui se passe dans un circuit RLC. On voit devant nous le matériel utilisé pour étudier les oscillations dans un circuit RLC libre. On a besoin d'un oscilloscope, de condensateurs de capacité variable, d'un GBF, d'une résistance variable et d'une bobine. Maintenant, on va réaliser le montage du circuit suivant qui apparaît en bas de l'écran. On part du GBF vers la résistance, puis de la résistance vers la bobine, et de la bobine vers le condensateur, et du condensateur vers le GBF. Il nous reste maintenant à relier l'oscilloscope au borne du condensateur pour observer UC, la tension au borne du condensateur qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope. On voit que cette tension, elle est parfois positive, parfois négative. Donc on dit qu'on a des oscillations électriques dans le circuit RLC libre. Ces oscillations sont dites amorties parce que l'amplitude de UC diminue au cours du temps. Ce type d'oscillation est dit pseudo-périodique. La pseudo-période, c'est la distance temporelle entre deux maximums consécutifs, soit les deux premiers, soit les deux seconds. On va maintenant étudier l'influence de la variation de la capacité C et de l'inductance L de la bobine sur la pseudo-période. On va faire augmenter la valeur de C et voir l'influence sur la pseudo-période. Alors, en faisant augmenter la valeur de C, on va constater que la pseudo-période augmente. La flèche de tout à l'heure n'est plus la distance entre les deux maximums. Donc, on prend la valeur initiale. Donc, si C augmente, la pseudo-période augmente. On va faire varier maintenant l'inductance L. On constate que lorsque L diminue, la pseudo-période diminue. Et lorsque la valeur de L augmente, la pseudo-période augmente. Donc la pseudo-période dépend de L et de C. Pour l'influence de la résistance, on constate que lorsqu'on fait augmenter R, l'amortissement augmente, mais la pseudo-période reste constante dans le cas d'un régime pseudo-périodique. Donc, si on fait augmenter R, on peut passer du régime pseudo-périodique à un régime dit apériodique. C'est un régime où il n'y a plus d'oscillation, comme on voit. Donc, on a deux régimes, pseudo-périodique et apériodique. Maintenant, on va résumer les résultats obtenus lors de cette étude expérimentale. Lors de cette étude, on a réalisé le circuit suivant. Ce circuit comporte un condensateur, une résistance, une bobine et un générateur. Ce générateur sert à charger le condensateur, puis le condensateur se décharge dans le circuit. Donc au départ, on charge le condensateur en mettant l'interrupteur en position 1. Puis on bascule l'interrupteur K en position 2
Et comme ça, le condensateur se décharge dans le circuit. L'oscilloscope visualise la tension aux bornes du condensateur. On a obtenu une courbe qui ressemble à celle-ci. Donc la tension aux bornes du condensateur, elle est parfois positive, parfois négative. On dit qu'elle effectue des oscillations. Ce sont des oscillations électriques. L'amplitude de la tension diminue au cours du temps. Donc, on dit que les oscillations sont amorties. Donc, en conclusion, un circuit électrique RLC réalisé avec un condensateur chargé est le siège d'oscillation électrique libre amorti. Ça veut dire, chaque fois qu'on a un circuit électrique dans lequel on met initialement un condensateur chargé et il se décharge à travers la résistance et la bobine, on voit apparaître des oscillations électriques qui sont dites libres, amorties, puisque l'amplitude diminue progressivement. Dans un deuxième temps, on avait étudié l'influence de R sur ces oscillations. Donc cette influence de la résistance sur les oscillations du circuit a conduit au résultat suivant. Si on a une valeur faible de R, on a un régime pseudo-périodique. C'est-à-dire que l'amplitude décroît progressivement jusqu'à s'annuler. Ce régime pseudo-périodique possède ce qu'on appelle une pseudo-période, c'est-à-dire le temps qui sépare deux maximums consécutifs. N'importe quel maximum, la seule condition, ils doivent être consécutifs. Si on augmente la valeur de R, on voit que l'amortissement augmente. Il y a moins d'oscillations que le cas précédent. Mais dans les deux cas, il s'agit bien d'un régime pseudo-périodique. Ici, l'amortissement est plus important que le premier cas. Lorsque la valeur de R est grande, les oscillations disparaissent du circuit. On a ce qu'on appelle un régime apériodique. Il n'y a plus d'oscillation. Le condensateur se décharge directement sans oscillation. Donc, à retenir pour la classe terminale, on a deux régimes, soit un régime pseudo-périodique, soit un régime apériodique. Après cette étude expérimentale, on va passer à l'étude analytique de ce circuit dit circuit oscillant. Premièrement, on va établir l'équation différentielle auquel obéit ce circuit RLC. On a le circuit suivant qui comporte un condensateur initialement chargé, une bobine, une résistance. On va appliquer la loi d'Emaille à ce circuit. Tous les composants sont pris en convention récepteur. Donc j'aurai moins UC, moins UR, moins UB égale à 0. Cela veut dire en multipliant le tout par moins 1 qu'on a UC plus UR plus UB, c'est-à-dire UL égale à 0. Sachant que I, c'est C dUC sur dt. Donc la dérivée de I, c'est C, la dérivée seconde de UC sur dt. C'est ce qu'on écrit C, dérivée seconde de UC sur dt carré. Cette expression veut dire la dérivée seconde de UC. D'autre part, je vais remplacer UR par RI et je remplace I par C dUC sur dt. Je vais remplacer UL, c'est-à-dire U de la bobine, par RI plus LDI sur dt. En remplaçant I par C dUC sur dt et la dérivée de I par C dérivée seconde de UC sur dt carré, j'obtiens RC dUC sur dt plus LC dérivée seconde de UC sur dt carré. Je vais maintenant remplacer UR et UL par ces expressions dans l'application de la loi d'Emaille. Donc on aura UC plus RC dUC sur dt, ça c'est UR, plus la tension de la bobine. On peut arranger ça d'une autre façon en divisant par LC et en rassemblant les R, ça nous donne dérivée seconde de UC sur dt carré plus la somme des résistances divisée par L fois dUC sur dt plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Ceci est l'équation différentielle du circuit RLC. C'est une équation différentielle du second ordre,
puisqu'il est la dérivée seconde, à coefficient constant, sans second nombre. Donc, si on nous demande d'établir cette équation, on doit suivre les étapes décrites dans cette diapositive. Maintenant, on peut supposer qu'on a un circuit qui ne possède pas de résistance. On dit que c'est un circuit idéal. Au lieu de l'appeler RLC, on l'appelle tout court circuit LC. C'est un circuit idéal qui n'existe pas dans la réalité. Son étude théorique est la suivante. D'abord, le circuit idéal, c'est un circuit dont la valeur totale de la résistance est nulle. Le circuit se résume à un condensateur et une bobine. En appliquant la loi des mailles, on va obtenir UC plus UB égale à 0. Et avec I égale CD de UC sur DT et la dérivée de IC dérivée seconde de UC sur DT carré fois C, et en remplaçant UL par LDI sur DT, puisque la bobine n'a pas de résistance, on obtient UB égale à L, C, dérivée seconde de UC sur DT carré. En remplaçant UB, c'est-à-dire UL, ici, et en laissant UC, j'obtiens cette équation. Dérivée seconde de UC sur DT carré plus 1 sur LC UC égale à 0. Ça revient à prendre l'équation de RLC et de prendre le terme avec R égale à 0. Et j'obtiens cette équation qui est aussi une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second nombre. Cette équation, on est censé connaître sa solution. C'est-à-dire, chaque fois qu'on arrive à cette équation, on doit connaître sa solution et déterminer toutes les constantes qui sont dans cette solution. Donc, la solution de cette équation est une solution dite sinusoïdale. Cette solution sinusoïdale, on doit la prendre par cœur. C'est UC égale UN cosinus 2pi sur T0t plus phi. Ceci est la solution de l'équation précédente, c'est-à-dire la solution de l'équation du dipôle ou bien du circuit LC. Avec UM est toujours une valeur positive, il s'appelle l'amplitude. C'est la valeur maximale atteinte par UC. Il est exprimé en volts. T0 est appelé la période propre des oscillations, puisque dans un circuit LC, il y a des oscillations non amorties, parce qu'il n'y a pas de résistance qui va faire amortir les oscillations. Donc cette période est appelée la période propre. Il ne faut pas la confondre avec la pseudo-période. Puis la valeur de phi est appelée la phase à l'origine et elle est exprimée en radian. On va commencer d'abord par déterminer l'expression de la période propre des oscillations. Cette expression, on peut l'utiliser directement si on nous demande de calculer la période propre, ou bien de la démontrer si on nous demande d'établir l'expression de la période propre. Pour cela, on a d'abord la solution UC de t égale UM cosinus de pi t sur T0 plus phi. Après, je prends la dérivée de UC. Alors, la dérivée de cette fonction, je dérive le terme entre parenthèses qui me donne 2pi sur T0. Et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc, ça me donne moins 2pi sur T0 UM sinus de la même fonction entre parenthèses. Dans l'équation différentielle, on a la dérivée seconde, donc je vais dériver cette expression une deuxième fois. Donc la dérivée seconde de UC sur dt carré, je dérive encore le terme entre parenthèses, il me donne 2pi sur T0, avec ce 2pi sur T0 du départ, ça me donne 2pi sur T0 au carré. Le moins, il reste le moins, le UM c'est UM, et la dérivée du sinus c'est le cosinus. Je constate que cette expression UM cos 2pi sur T0t plus phi n'est autre que UC. Donc je peux dire que la dérivée seconde de UC sur dt carré égale à moins 2pi sur T0 au carré fois UC de t. Donc si je prends cette fonction, je la dérive deux fois, j'obtiens cette relation. Or, d'après l'équation différentielle, déjà établie pour le circuit LC, on avait cette expression. Ceci veut dire, d'après l'équation différentielle,
que la dérivée seconde de UC sur dt carré, c'est moins 1 sur LC UC. En faisant une identification, je prends l'équation différentielle et l'expression à laquelle je suis arrivé et je fais une identification. La dérivée seconde, c'est la dérivée seconde, le moins, c'est le moins, UC, c'est UC. Il me reste donc 2pi sur T0 au carré, c'est 1 sur LC. Donc, tout calcul fait, j'obtiens T0 égale à 2pi racine de LC. Ça, c'est l'expression de la période propre des oscillations d'un circuit idéal. Ce n'est pas la pseudo-période. C'est la période propre dans le cas où la résistance du circuit elle est supposée nulle. Cette période T0 dépend de L et de C, c'est-à-dire elle dépend des paramètres du circuit, l'inductance de la bobine et la capacité du condensateur. Après, on va déterminer UM et phi. La détermination de l'amplitude UM et de la phase à l'origine phi nécessite l'utilisation des conditions initiales, c'est-à-dire que leur valeur dépend des conditions initiales. Ça veut dire que la valeur de UM et phi dépend de la valeur de UC et la valeur de I à l'instant t égale à 0. Donc on va maintenant déterminer UM et phi de la façon suivante. D'abord, on a UC égale UM cosinus 2pi sur T0 T plus phi, c'est la solution. Je vais établir l'expression de I. Donc, je dois avoir la dérivée de UC. Comme tout à l'heure, c'est moins 2pi sur T0M sinus 2pi sur T0 T plus phi. Initialement, le condensateur est chargé. Ça veut dire que UC à l'instant 0 égale à E. Et en même temps, à l'instant T égale à 0, il n'y avait pas de courant dans le circuit. Donc, à T égale 0, on a UC à l'instant 0 égale E et I à l'instant 0 égale à 0. Maintenant, je vais exploiter ces deux conditions initiales pour déterminer UM et phi. I n'est autre que C fois cette dérivée, c'est-à-dire cette expression fois C. Et si je la prends à l'instant T égale à 0, ça sera C fois 2pi sur T0 avec un signe moins, UM sinus phi, puisque j'ai remplacé T par 0. Donc ça donne l'expression qui s'écrit devant nous. Cette expression égale à 0, puisque UM, T0 et C sont différents de 0, il me reste que sinus phi, c'est lui qui est égal à 0. Ceci impose que la valeur de phi prend deux valeurs possibles, soit 0, soit pi. Maintenant, pour déterminer laquelle des deux valeurs est la bonne, je vais utiliser la deuxième condition. UC à l'instant t égale à 0. Si je prends ça 0, il me reste UM cosinus phi. Or, UC à l'instant 0 n'est autre que E. Donc, U à l'instant 0 égale UM cos phi égale à E. Et E est une valeur positive. Donc, pour avoir UM cos phi comme valeur positive, et sachant que UM est positif, il faut que le cos phi soit positif. La valeur de phi convenable, c'est la valeur 0. Cos de 0 égale à 1. Si je remplace phi par pi, ça va me donner moins 1. Ça sera une valeur négative. Donc, la valeur de phi convenable, c'est phi égale à 0. Une fois que j'ai déterminé phi, je peux calculer UM. C'est-à-dire, je prends cette équation et je remplace phi par 0. Donc, puisque phi égale à 0, donc UM cos 0 égale à E, cos 0 c'est 1, ça me donne UM égale à E. Donc, finalement, ma solution qui s'écrit UC égale UM cosinus 2pi sur T0 T plus phi, j'ai déterminé l'expression de T0, j'ai déterminé l'expression de UM et l'expression de phi. Donc, la solution s'écrit en fin de compte UC de T égale UM cos 2pi sur T0 T. Cette fonction possède la courbe suivante. C'est la variation de UC en fonction de T. Ici, il n'y a pas d'amortissement. L'amplitude elle est constante. La durée entre deux maximums consécutifs constitue la période propre. La valeur maximale constitue l'amplitude UM, c'est-à-dire égale à E. Et la valeur minimale, c'est moins l'amplitude. Maintenant, après cette étude analytique, dans laquelle on a établi l'équation différentielle d'un dipôle RLC libre, où il y a amortissement, on n'a établi que l'équation différentielle. Pour un circuit idéal LC,
On a établi l'équation différentielle et on doit connaître la solution de l'équation différentielle. C'est cette solution qui s'écrit cosinus de pi sur t0t plus phi. On sait maintenant déterminer l'expression de t0 et les valeurs de mi-phi. Ici, on nous donne un graphe, on peut déterminer t0 et et même la valeur de phi graphiquement. C'est ce qu'on verra dans les exercices.